Une deuxième présentation qui va évoquer quelqu'un qui nous est également très cher ici, c'est l'abbé Grégoire. Qui est le speaker qui veut venir parmi tous ceux qui ont préparé. Alors, pour moi c'est facile, c'est Francis ou Francis. Francis. Ou sinon. Il manque le deuxième Francis. Voilà, on a envoyé un message, il m'a dit qu'il y a D'accord. sans lui, on va faire un dialogue, ou alors je vais Mais je vais rester avec toi et je vais essayer de faire un deuxième dialogue. Oui, allez, viens. C'est improvisé, mais bien, on y va. Viens, Francis. Merci. Parce que comme je disais, on attendait plus de 70 personnes et on reçoit des SMS que les transports en commun, ça ne marche pas trop bien ce matin. C'est écrit, alors ça va être un peu plus facile. C'est un peu artifice ce que je fais. Je fais la présentation, on va s'en passer parce que sinon voilà, regarde-moi. On va mettre ici. Tu vois, ici, FG c'est Francis Gueule, c'est moi. Et ensuite, ici, c'est FY, c'est moi. c'est FY, c'est toi. Le slide. Oui, ça marche. Je vais regarder les slides en même temps. Voilà, alors maintenant, il fonctionne. A priori, oui. Il fonctionne. Alors, on va vous présenter l'abbé Grégoire. Alors, pour vous présenter l'abbé Grégoire, on l'a fait sous la forme d'un dialogue avec Francis et Francis. Maintenant, ça va être Francis et, Ça va être Paul. et Paul. Voilà. Alors, sous forme de dialogue, nous avons donc intitulé cet exposé, ça fonctionne pour avancer? La page du bas. Ah, c'est la page du bas. Voilà. Donc nous avons intitulé cet exposé « L'abbé Grégoire, c'est un connu célèbre ». C'est bien parce qu'il est pour nous plus inconnu que célèbre et nous espérons qu'à la fin de cette présentation, il sera pour vous plus célèbre qu'inconnu. On m'entend pas? On a un problème de micro. Voilà, il y a des problèmes. Ah ben voilà. Voilà. Alors, imaginez qu'on vous demande de faire une enquête sur la Révolution française et précisément sur la connaissance qu'ont les Français au sujet des personnages célèbres de cette période. Il y a de fortes chances qu'on vous cite Danton, Robespierre ou encore Marat. Mais pourquoi précisément ces trois personnages? Certainement parce que les deux premiers sont passés sur l'échafaud et que le troisième est mort assassiné dans sa baignoire. Et l'abbé Grégoire, vous le connaissez l'abbé Grégoire? Jamais entendu parler. Vous voulez peut-être dire l'abbé Pierre? Non, non, pas l'abbé Pierre, mais l'abbé Grégoire. Il a fait la Révolution comme les autres, mais lui, il est mort dans son lit. Alors ça, c'est étonnant. Un prêtre révolutionnaire, ça ne devrait pas passer inaperçu. Eh bien, nous aussi, cela nous intrigue qu'un petit curé de campagne, né dans un minuscule village de Lorraine, soit à l'origine de cet établissement prestigieux qu'est le Conservatoire national des arts et métiers. Et qu'en 1989, il a eu l'honneur du Panthéon avec Gaspard Monge, le fondateur de l'école polytechnique, et le marquis de Condorcet, le mathématicien philosophe. Nous avons donc recherché dans la biographie de l'abbé Grégoire pour comprendre qui il fut et ce qu'il fit pour arriver à de si grandes responsabilités en tant que, excusez du peu, curé d'Élermé, évêque de Blois, membre de l'Assemblée constituante, membre de la Convention nationale du Conseil de 500, du corps législatif, sénateur, commandeur de la Légion d'honneur, membre de l'Institut des sociétés d'agriculture de Paris, de philosophie chrétienne
et de forces académies savantes. Et bien sûr, on ajoute à cette liste fondateur du Conservatoire national des arts et métiers, du Bureau des longitudes et de l'Observatoire de Paris. Mais au-delà de ces réalisations, encore visibles de nos jours, ses contemporains voyaient en lui un ange ou un démon, et aujourd'hui encore, ceux qui connaissent sa biographie l'encensent ou le rejettent avec la même ardeur. Eugène va nous dérouler maintenant la formation de l'abbé Grégoire, de son enfance jusqu'à l'université et jusqu'à la prêtrise. Henri Grégoire, c'est qui? Henri-Baptiste Grégoire est né le 4 décembre 1750 à Virou. Il naît français, puisque sa paroisse faisait partie de la province des Trois Échevés et non du duché de Lorraine. Il commence ses études avec le curé de son village, qui remarque ses dispositions intellectuelles dès l'âge de 5 ans. Il rejoint l'abbé du village voisin d'Ébermesnil. Il a alors 8 ans. Il étudie en compagnie de fils de hauts fonctionnaires au service du duc de Lorraine Stanislas. Grégoire suit ensuite des études au collège jésuite de Nancy. Après le collège des jésuites, il s'oriente vers l'université de Pont-à-Mousson, puis la toute nouvelle université de Nancy. En 1774, il entre au séminaire de Metz. Il est ordonné de prêtre le 1er avril 1775. On lui confie la paroisse d'Ébermesnil. À peine installé dans son presbytère, il installe une bibliothèque qui ouvre une école d'agriculture. Voilà, vous avez bien noté qu'il installe une bibliothèque et il ouvre une école d'agriculture. Alors, ça va déjà présager de ce qu'il va faire plus tard. Alors, regardez bien cette carte, ça représente en fait la Lorraine. La Lorraine, à cette époque, c'était le duché de Lorraine qui n'appartenait pas à la France. Et puis l'étage qu'on voit, c'est les 3 évêchés. Et c'est là, ça appartenait au royaume de France. Ce qui fait que Grégoire a donc la jonction, est donc à la jonction de 2 mondes, un monde germanique et un monde latin. Et les religions également étaient très différentes. Il y avait la doctrine janséniste et la doctrine des jésuites, ce qui fait que Grégoire se trouvait entre deux mondes et il devait faire des choix. Alors, les choix qu'il a faits, c'est Grégoire lui-même qui va vous en parler. Alors, voilà, c'est noté ici, je vais vous le dire. Alors, j'étudiais chez les jésuites de Nancy, où je ne recueillis que de bons exemples et d'utiles instructions. Je conservais jusqu'au tombeau un respectueux attachement envers mes professeurs, quoique je n'aime pas l'esprit de la défunte société dont la Renaissance présageait peut-être à l'Europe de nouveaux malheurs. Durant ces années de formation, Henri Grégoire est passé par une phase de doute sur sa foi et sa vocation religieuse. S'il rend hommage au milieu profondément croyant de son enfance, il n'a pas caché dans ses mémoires avoir goûté aux philosophies des Lumières et être revenu à la foi après d'intenses réflexions. On verra donc par la suite que c'est l'esprit des Lumières qui va guider ses actions politiques. Et il aura une farouche volonté de changer l'Église, quitte à se mettre hors la loi par rapport au Saint-Siège de Rome. Sa carrière politique va démarrer maintenant. L'abbé Grégoire est dans la tourmente pendant la Révolution française. Les prémices de la Révolution française se font sortir avec acuité dans les clergés lorrains. En 1787, l'abbé Grégoire fait partie d'un syndicat de curés qui se bat pour que les prêtres aient de meilleurs revenus au détriment des évêques et des chanoines qui concentrent les richesses du clergé. Le royaume est au bord de la banqueroute. Louis XVI convoque les États généraux. Le mouvement des curés lorrains permet à l'abbé Grégoire d'être élu député du clergé aux États généraux de 1789. Alors là, on voit la salle des États généraux. Alors ça se passe le 5 mai 1789.
En fait, on est dans la salle des menus plaisirs. Alors, on voit qu'il y a les trois ordres qui sont réunis là. Il y a l'ordre des clergés, l'ordre du tiers-état et les nobles. Et on voit au milieu là, le ministre des Finances qui explique que la France est au bord de la banqueroute. Alors, ce qu'espérait en fait le roi, c'est que les trois ordres, les clergés, les nobles et le tiers-état, ne votent pas ensemble, ils votent séparément. Et en réalité, ils ont essayé de se mettre ensemble, quoi. Donc, dès les premiers débats qui devaient aboutir à la formation de l'Assemblée constituante, le curé d'Ambert-Mémile est une vedette. D'emblée, plusieurs de ses collèges s'avouent frappés par la prestance de cet ecclésiastique. Grégoire s'engage aussitôt dans le combat pour faire admettre le vote par tête, une personne par voix, au lieu d'un vote par ordre. Une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, et une voix pour le tiers-état. Et contribue à obtenir ce changement si important. En effet, le nombre des députés du tiers-état ayant été doublé pour cet état généraux, grâce au vote par tête, le tiers peut infléchir au cours des événements. Le 14 juin, il est l'un des premiers membres du clergé à rejoindre le tiers-état. Il adresse alors aux 180 curés, ses co-députés, une lettre pressante dans laquelle il a engagé à se réunir en tiers-état pour la vérification des pouvoirs. Le 17 juin, le tiers-état se proclame seul représentant de la nation et devient l'Assemblée nationale, puis l'Assemblée nationale constituante. Le 9 juillet, Grégoire et Lafayette siègent au centre-gauche. Alors, sur le slide suivant, en fait, on a le fameux serment du jeu de paume. Je pense que tout le monde connaît ce tableau. Mais savez-vous pourquoi ça s'est passé justement dans la salle du jeu de paume? Parce que juste après que les députés se sont mis ensemble, c'est-à-dire les trois ordres se sont mis ensemble pour voter par tête et non par ordre, le roi, il a fermé la porte de la fameuse salle des menus plaisirs pour qu'ils ne puissent plus rester rassemblés. Je ne sais pas si... j'ai l'impression que mon collègue arrive là. Donc, ici, est-ce que vous connaissez les personnages là-dessus? C'est en fait l'abbé Grégoire qui était le premier à avoir rassemblé tous les ensembles, et on voit au premier plan l'abbé Grégoire qui fraternise avec le moine Donguerlé et le pasteur Rabot Saint-Étienne. Et à partir de là, maintenant ça fait environ 1 mois et demi que l'Assemblée a démarré. Et voilà, Francis est là, je pense qu'on va pouvoir continuer avec Francis, avec s'installer ici. Alors après ce serment du jeu de paume, où ils ont décidé de ne plus se séparer jusqu'à ce que la nouvelle constitution soit écrite, ils vont commencer à partir du 4 août de faire les premières lois. Alors, on va faire maintenant les actions de l'Assemblée constituante. Alors, la première action qu'ils font le 4 août, c'est qu'ils réclament l'abolition totale des privilèges. Oui, continue, je rattrape le mouvement. Lorsqu'à la suite de la fameuse nuit du 4 août, la suppression de toutes les dîmes fut décrétée à la demande de Grégoire. Alors là, on va mettre la liste des actions, quoi. Ensuite, il multiplie les écrits favorables aux gens de couleur et aux esclaves. Le vote du 4 juillet 1794 aboutit à la première abolition de l'esclavage rétablie par Napoléon en 1802. Tiens, on peut continuer, là, tu as la bonne page? J'y suis. Alors, il plaide, il faut reconnaître que l'abbé Grégoire a plaidé vigoureusement la cause des Juifs. D'ailleurs, la Société royale des sciences, des arts et des lettres met à son concours une question très sensible. Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France? L'abbé Grégoire rédige d'ailleurs un ouvrage
qu'il a rendu célèbre en son temps, intitulé « Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs ». Grégoire fut alors l'un des grands artisans du décret voté le 27 septembre 1791, ouvrant la citoyenneté française à tous les Juifs. Et ça, c'est important. Alors, Robert Badinter, qui nous a quittés il y a peu de temps, a décrit cet ouvrage comme un symbole pour une partie de l'humanité. Eugène va nous lire le remarque de l'ancien garde des Sceaux noté sur cet ouvrage. C'est un lieu de rencontre spirituelle où se rejoignent la situation misérable des Juifs de France à la fin de l'Ancien Régime, l'interrogation des hommes des Lumières face à cette condition bafouante, l'idéologie naissante des droits de l'homme et la force de conviction de l'abbé Grégoire, assurément l'un des hommes que le refus de l'injustice et de la générosité du cœur ont conduit à soutenir le plus fermement la cause des opprimés. Il participe à l'élaboration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Il propose vainement que la déclaration des droits de l'homme soit accompagnée par celle des devoirs. Il faut montrer à l'homme le cercle qu'il peut parcourir et les barrières qui peuvent et doivent l'arrêter. Il a œuvré pour la création de la constitution civile du clergé le 12 juillet 1790. Alors, une église libre dans un état libre, c'est le mot d'ordre de l'abbé Grégoire. La constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790, acceptée par le roi, en août, précise que chaque département formera un seul diocèse. Les évêques sont élus par le peuple. L'Église de France s'émancipe à celle de Rome. Et il s'oppose au droit de veto du roi. Alors, je voulais juste faire une remarque Sur ce tableau sur le tableau suivant. En fait, Grégoire a été l'évêque de Blois pendant une année. Et c'est en fait le rêve de sa vie. Parce que lui, il voulait à tout prix modifier l'Église, qui s'appelait l'Église. Avant, elle dépendait du pape et du roi, puisque c'est le roi qui désignait les évêques et le pape. Et avec la fameuse doctrine janséniste que lui, il a pris pour lui, il a modifié, disons, cette Église en faisant une Église qui s'appelle l'Église gallicane, en fait. Et tout le monde devait prêter serment pour cette nouvelle église, puisque c'était maintenant les paroissiens eux-mêmes qui élisaient les évêques. Donc ça, c'était en fait le rêve de sa vie, mais ça a duré jusqu'en 1802. En 1802, Napoléon a à nouveau remis le concordat, l'ancien concordat, et il s'est à nouveau remis avec le pape. Alors, il prononce aussi l'unité de la langue française. Ah oui, c'est à cette étape qu'on se retrouve. L'abbé Grégoire s'est également opposé au droit de veto du roi. Alors, sous la monarchie constitutionnelle instaurée par l'Assemblée nationale constituante, le roi Louis XVI dispose d'un droit de veto qui lui permet de refuser la validité d'une loi par l'Assemblée. Alors là, il y a une anecdote un peu spéciale, parce qu'en fait, l'abbé Grégoire, il était vraiment opposé à la monarchie. Il voulait à tout prix que la monarchie s'arrête, quoi. Et un jour, il devait aller, comme il était député, il devait aller chez le roi pour lui apporter le compte-rendu de la journée pour sa ratification. Et le roi le fait attendre. Et ça l'a tout de suite rendu très furieux, quoi. Donc il a déposé son rapport et il est parti. Et il a dit, le roi n'a pas à faire attendre la nation. Cet épisode est pour lui ce qu'on peut appeler sa haine pour la monarchie. Grégoire dit, je ne dirai plus le souverain, désormais ce terme désigne la nation. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'oppose également à l'unité, il propose, j'allais dire, l'unité de la langue française qui a été l'un de ses grands combats. Et c'est d'ailleurs le prémisse du CNAM. Vas-y. Alors ça, je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ce passage-là, puisque les trois derniers points, disons, c'est déjà les prémices du CNAM. Et ça fait pendant la Convention, parce qu'il y a trois législatures. À l'époque de la Révolution, la première législature, c'était la constituante, où il a fait toutes les premières actions. La deuxième législature, c'était l'Assemblée législative, où lui, il était évêque à Blois pendant un an, donc il n'était plus député. Et ensuite, il s'est fait réélire à la Convention. Et la Convention,
dans la Convention, il y avait le comité d'instruction publique. Et ce comité d'instruction publique, en fait, c'est là que tout s'est développé pour faire le Conservatoire national des arts et métiers et puis les deux autres points qui sont l'unité de la langue française. Alors, maintenant, pour ça, je vais me permettre de parler en alsacien. Qu'est-ce que tu en penses, Francis? Ben alors, moi, je ferai à ton propos que je n'aurais pas compris une réponse de Normand. Mais on ne va pas se comprendre, surtout que tous ceux qui sont dans cette salle parlent ou le normand, ou le ch'ti, ou le limousin, ou le gascon, je ne sais quelle langue encore. Mais on va y perdre notre latin, mon cher Francis. Le latin, là, c'est une bonne idée, ça. Je connais quelqu'un qui parle le latin et il a fait un très, très bon rapport à ce sujet-là. Alors, dans ce rapport, justement, l'abbé Grégoire a insisté sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois et d'universaliser l'usage de la langue française. L'abbé Grégoire écrit à cet effet, et je cite, « On peut uniformiser le langage d'une grande nation. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. » Alors là, on voit la carte de France avec une trentaine de patois qui sont parlés dans toute la France, et l'abbé Grégoire, il fait faire une enquête et il envoie des gens dans toute la France pour savoir quelle langue ils parlent, et puis il s'est rendu compte après cette enquête que seulement un Français sur 5 parle correctement le français. Donc son rapport, c'est pour uniformiser la langue. Alors dans ce rapport, l'abbé Grégoire présente le problème et propose des solutions. Vous l'aurez compris, il n'est pas homme à se contenter de faire des constats. Et qu'est-ce qu'il dit à cet effet? Eh bien, il déclare « Le français est parlé par les élites en Île-de-France et par la diplomatie à l'étranger, mais pas dans la France populaire. Et pour lui, ce n'est pas acceptable. » Notre idiome a reçu un bel accueil des tyrans et des cours, à qui la France monarchique donnait des théâtres, des pompons, des modes et des manières, et également admis dans les transactions politiques usitées par plusieurs villes d'Europe, même dans le Canada et sur les bords du Mississippi. Par quelle fatalité est-il encore ignoré d'une très grande partie de la France? Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose alors que la France soit le seul pays qui parle la même langue sur tout le territoire. C'était son ambition. On peut uniformer la langue d'une grande nation de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Et sa conclusion fut sans embâche, que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas. Si la Convention nationale accueille les vues que je lui soumets au nom du comité d'instruction publique, je ferai une invitation aux citoyens qui ont approfondi le théâtre des langues pour concourir à perfectionner la nôtre. Une invitation à tous les citoyens pour universaliser son usage. Et il fut décrété que le rapport soit envoyé aux autorités constituées, aux sociétés populaires et à toutes les communes de la République. La Convention décrète que le rapport sera envoyé aux autorités constituées, aux sociétés populaires et à toutes les communes. Alors, le 4 juin, je crois que je vais trop vite, là. Oui. On va arriver à synchroniser. Le 4 juin 1794, un effort budgétaire est fait pour rendre l'éducation élémentaire gratuite et obligatoire. Et il combat le vandalisme également. Alors, tu sais que... Non, c'est à toi, ça. Tu sais que le mot vandalisme... Tu sais que le mot vandalisme, toi, est un mot créé par l'abbé Grégoire. C'est comme le mot bravitude, créé par Ségolène Royal. Oui, mais lui, il faut dire qu'il l'a prémédité. Et il le revendique d'ailleurs en disant « Je crée le mot pour tuer la chose ». Dans ce rapport, on trouve également les prémices du Conservatoire national des arts et métiers. Alors, l'extrait du rapport de Grégoire. Alors, dans le rapport de Grégoire, il fait une description détaillée des lieux et des objets endommagés. C'est dans le domaine des arts que les plus grandes dilapidations ont été commises. Il n'est de jour ou de récit de quelques destructions nouvelles qui viennent nous affliger. À l'horloge du parler, on brisait les statues de la prudence et de la justice. À la Sorbonne, on coupait
de belles copies représentant le cardinal de Richelieu. Mais il ne se contentait pas que du matériel, puisque cette destruction a également impacté la sphère intellectuelle. Et dans le domaine immatériel, en cette époque, il y a eu également beaucoup de dégâts à cause de la persécution, justement, des intellectuels n'ayant pas l'esprit ou ayant adopté, j'allais dire, la cause révolutionnaire. N'est-ce pas, Francis? Ne les mettez pas au timon, les hommes de science, des affaires, mais donnez à celui-là ses livres et à celui-ci des machines et son laboratoire, à cet autre un télescope, et la partie recueillera les fruits inappréciables de leur génie. Revenons un moment à l'uniformisation de la langue française. Il faut dire que le développement de la langue française sur tout le territoire donne déjà de très bons résultats, tels que initiés. Et il faut encore développer l'instruction par la création de hauts-lieux d'enseignement. Alors, le projet d'uniformer l'idiome et de donner à la langue de la liberté le caractère qui lui convient commence à s'exécuter. Déjà, plusieurs sociétés populaires du Midi ont arrêté de ne plus discuter qu'en français. Alors, en fait, notre audience devient un peu impatient, là, Francis. Sais-tu ce pourquoi on est là? Alors, on va le savoir au prochain chapitre. Il propose l'établissement de conservatoire des arts et métiers le 29 septembre 1794. Il commence ce rapport en comparant la force humaine avec la force des machines. Faire, et c'est ce qu'il dit, je lui prête juste ma voix, ce n'est pas moi qui le dis. Faire avec un homme, par le secours des machines, ce qu'on ne ferait sans elles, qu'avec 2 ou 3 hommes, c'est doubler ou tripler le nombre de citoyens. Nous avons 2 leviers. Ce sont nos bras. L'industrie, en leur associant les forces de la nature, parvient quelquefois à centupler la nôtre. Par là, s'agrandit le cercle de nos connaissances et le nombre de nos jouissances. Il compare un pays non développé avec les pays européens. Et il le fit en ces termes. Calculer l'énorme différence qui existe entre un peuple chez qui les arts sont au berceau et celui qui a développé toutes les ressources entre ses habitants du Paraguay, qui coupaient leur blé avec des côtes de vache au lieu de faucilles, et l'habileté de l'Européen qui est parvenu à filer, à tisser les métaux. Il fustige ceux qui sont contre le progrès. Et il déclare, c'est avec surprise qu'on voit encore des gens prétendre que le perfectionnement de l'industrie et la simplification de la main-d'œuvre entraînent des dangers parce que, dit-on, ils ôtent les moyens d'exister à beaucoup d'ouvriers. Alors, il propose l'établissement d'un conservatoire. Et il proclame, et ça c'est une proclamation, nous croyons entrer dans nos vues en vous proposant d'utiliser au plus tôt ces vastes collections de machines par l'établissement d'un conservatoire qui les réunira dans un local commun où le sentiment du beau, où le génie des arts appelleront tous ceux qui les cultivent pour éclairer et encourager leur travail. Il propose un enseignement à développer dans tous les départements. Et il déclare, je cite, « En organisant l'Observatoire et le Muséum d'histoire naturelle, vous avez décrété que les membres de ces établissements feraient pour leurs parties respectives un règlement concernant les cours d'enseignement. La même chose peut être proposée pour le Conservatoire des arts mécaniques. Actuellement, il s'agit de faire participer tous les départements aux bienfaits de cet établissement, donc de ce modèle initial. » Et voilà, et donc maintenant, c'est le décret. Alors le décret, comme ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est le 10 octobre 1774 que la Convention nationale, après avoir entendu le rapport de Grégoire, de ses comités d'agriculture, des arts et de l'instruction publique décrète. Article 1er, il sera formé à Paris sous le nom de Conservatoire des arts et métiers et sous l'inspection de la Commission d'agriculture et des arts, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres dans tous les genres d'arts et métiers. L'original des instruments et machines inventés ou perfectionnés sera déposé au conservatoire. On y expliquera la construction et l'emploi des outils, des machines utiles, des arts et métiers. L'article 10, je passe au détail avec 10 parce qu'il y en a quand même beaucoup. Le comité d'agriculture et des arts se concertera avec celui des finances pour le choix des locaux
où sera placé le Conservatoire des Arts et Métiers. Et c'est sous le directoire, au Conseil des 500, Grégoire intervient le 6 mai 1798, c'est-à-dire 4 ans après, pour que l'ancienne abbaye Saint-Martin-des-Champs soit affectée au Conservatoire des Arts et Métiers afin de pouvoir y réunir les collections. Et c'est la loi du 22 juin 1798 attribue une partie du bâtiment de l'ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs à l'institution naissante. Voilà, donc maintenant on est en 1798. On ne va pas faire tout le parcours de Grégoire parce qu'en fait il est mort en 1831, pardon. 1831, donc il a vécu quand même 81 ans. Donc là, on est toute la partie jusqu'à 1798, c'est-à-dire on est dans le directoire, quoi. Après, il y a la partie avec Napoléon, celle-là, on ne va pas la faire. On va juste parler, en fait, de sa mort, quoi. Parce que sa mort est très importante, puisque lorsqu'il sentit venir sa fin prochaine, il demanda les derniers sacrements à l'archevêque de Paris, Monseigneur Quélen. Il s'y opposa parce qu'il exigeait de Grégoire de renoncer au serment de la constitution civile du clergé, comme on l'avait dit tout à l'heure, puisqu'il était toujours évêque de Blois. Sa renonciation au serment de la constitution civile du clergé, le vieil évêque refusa tout net. C'est alors qu'un abbé, l'abbé Guillon, malgré les ordres de sa hiérarchie, accepta d'accepter, sans condition, au désir du mourant, l'autorité romaine ferma l'église à sa dépouille, mais rassemblait autour de Lafayette 2000 personnes accompagnant son corps jusqu'au cimetière Montparnasse. Voilà, donc... J'allais trop vite, j'ai l'impression que ça bouge tout seul, quoi. Alors, en conclusion, nous avons listé, en fait, pour définir l'abbé Grégoire, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient pour lui, d'autres personnes qui étaient contre lui. Alors nous, pour définir l'abbé Grégoire, on a dit que c'est un curé révolutionnaire, un évêque des Lumières, le mariage de la vertu et de la science, une idée de la vertu mise au service de la Révolution, un utopiste qui s'acharne à vouloir marier l'universalité de la religion catholique et celle de la République. Voilà, c'est donc un personnage complexe et déterminé, c'est un personnage de roman. Et on va juste passer à la dernière diapo, où vous savez tous que, je pense que vous le savez, que l'abbé Grégoire, au bicentenaire de la Révolution française, a été panthonisé avec Gaspard Monge et le marquis de Condorcet. Et disons, cette panthonisation a été aussi un peu... il y a eu des polémiques aussi là-dessus, puisque aucun évêque de France n'est venu à sa panthonisation. Et l'évêque de Paris, l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, a dit que, en fait, il n'aimait pas Voltaire, il n'aimait pas Marat, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, et puis lui, il n'aimerait pas être au Panthéon. Alors, Marat, lui, il n'y était déjà plus, et puis il y avait Victor Schœlcher, qui était aussi un abolitioniste de l'esclavage, qui était aussi là, quoi. Donc, en fait, c'est toujours à cause de cette fameuse église gallicane qu'il y a eu beaucoup de controverses, et encore maintenant, il y a toujours des controverses par rapport à son action pendant la Révolution française, quoi. Voilà, je vous remercie. Grand merci à tous les trois. C'est vrai que si méconnu et tellement d'actualité dans ces périodes de transition, on pourrait presque comparer le moment où il parlait de la mécanisation, de l'industrialisation, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui arrive. Il y a plein de similitudes à trouver, tellement d'actualité que ça fait réagir un petit peu dans la salle. Et Michel voulait absolument venir nous dire un mot sur sa vision, sur une approche de l'abbé Grégoire qui nous tient tous à cœur. Alors, Michel Naranjo, j'ai animé le groupe de travail 7, on en parlera cet après-midi, le micro. Et alors, bien sûr, le groupe de travail 7, c'est des personnalités, 10 personnalités du PNA. C'est quoi? On n'en parlera pas trop cet après-midi, puisqu'on en parle ce matin, mais j'apporte une petite contribution à ce que vous avez fait. Et je pense qu'elle est toute petite, on m'a dit qu'il faut qu'elle soit très courte, mais elle est vraiment de taille.
parce que Grégoire, il est prouvé que Grégoire a bien étudié Descartes, parce que Descartes, en 1648, avait déjà un projet d'une école des arts et métiers, et puis à l'appui, il avait dit, cette école consistait à répondre à toutes les questions des artisans, leur rendre raison de toutes choses et leur donner du jour pour faire de nouvelles découvertes. Alors ce que Descartes n'a pas réussi à faire en 1648, Grégoire s'en emparait, bien sûr l'a étudié, et arrivé à le faire passer à la Convention, donc à la Convention, donc en 1794, je me trompe pas. Voilà, C'est un homme d'action. Il y a juste un petit point aussi où je voulais en parler justement parce qu'à la Convention, comme il faisait partie du comité d'instruction publique, 1793 et 1794, c'était le moment de la terreur. Et Grégoire, à cause de l'abolition, par exemple, de l'esclavage, le pays de Nantes, par exemple, il a fait une souscription pour l'assassiner. Parce que le pays de Nantes, au niveau économique, s'est écroulé parce qu'il n'y avait plus d'esclavage, il n'y avait plus de commerce avec les Amériques. Et donc, il était dans un esprit, quand on cherche à les assassiner, où il y a des gens qui sont venus chez lui pour lui dire qu'il est à 2 marches de l'échafaud. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'échafaud. Donc, au moment où il a créé le CNAM, je dirais l'état d'esprit, à mon avis, c'était pas évident pour lui. Hein. C'était juste un point qui est quand même important pour dire que le CNAM existe maintenant grâce à lui, mais il a failli pas exister parce que s'il était passé sous l'échafaud, je pense qu'il y aurait autre chose. Bon, voilà, merci pour petite remarque. Quoi. Votre exposé qui est très animé, très théâtral. Merci. Alors, avant que vous partiez, je voulais juste, parce que vous avez mis l'abbé Grégoire en avant, très logiquement, mais vous n'êtes pas présenté, pas tellement présenté. Oui. J'aimerais juste que vous disiez un rapide mot, chacun, pour qu'on vous connaisse et qu'on vous reconnaisse. Eugène, est-ce que je peux te demander de commencer, de nous dire un petit mot sur toi, qui tu es, ton parcours? Je comprends. Tu te présentes. Moi, je suis Thierry Eugène, je suis ingénieur CNAM en organisation. Je suis retraité, j'ai travaillé à la commune Taches-sur-Alzette. Merci. Francis, est-ce que tu peux nous dire? Oui, très rapidement, Francis Yéloassi, j'ai commencé le CNAM au Bénin, et je suis ingénieur CNAM 2014. Je travaille actuellement chez les laboratoires Etifarm en tant que chef de projet. Et puis voilà, je pense que je suis un peu l'exemple du résultat de ce que l'abbé Grégoire a semé, parce que c'est grâce à lui que le CNAM s'est disséminé quelque part en Afrique et que je me retrouve ici aujourd'hui à devoir parler de lui. Et je me sens vraiment honoré d'être ici présent et j'en profite pour m'excuser pour ce retard. Merci. Voilà, c'est Francis Goetz. Alors, moi, ça fait déjà un bail, c'est en 1989, c'est-à-dire pendant la Révolution française, quand Grégoire a été mis au Panthéon. Moi, je ne savais pas à l'époque que j'ai passé des diplômes d'ingénieur, c'était en automatisme. Et donc, je suis à la retraite maintenant depuis 3 ans et j'ai travaillé pour Vinci Énergie pendant une trentaine d'années où je travaillais pour l'industrie automobile. Donc, je faisais des grandes lignes de production et l'automatisation des lignes de production dans toute l'Europe. Parce qu'il y a beaucoup d'automobiles dans l'Europe de l'Est et puis également jusqu'en Angleterre. Grand merci à tous les trois, à la fois pour cet exposé et à la fois pour cette représentativité. Je crois qu'on fait une pause maintenant jusqu'à 11h et à 11h on revient ici et c'est Pascal Heurtel, adjointe à l'administratrice générale, qui va nous parler du patrimoine du CNAM. Donc on fait une petite pause d'une demi-heure, à tout de suite.